Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Merci pour l'invitation. Un congrès comme le nôtre soulève inévitablement la question de savoir s'il existe une physique du rôle de l'artiste, un corps idéal, quel qu'il soit, qui serait pour ainsi dire la condition préalable à la réussite d'une œuvre. La théorie artistique du XVIe siècle, période que j'aborde dans ma conférence, partait de ce principe. Non seulement des régimes alimentaires étaient conçus pour fortifier le corps de l'artiste, mais sa constitution anatomique correcte, entre guillemets, était elle-même déclarée comme condition indispensable. C'est en tout cas ce qui ressort du Dialogo di Pittura de 1548, dans lequel le peintre et théoricien vénitien Paolo Pino a déclaré que personne ne pouvant faire abstraction de son propre corps, c'est lui qui voulait être artiste devait avoir le profil physique adéquat. Il rappelle ainsi que les peintres de petite taille ont facilement tendance à peindre des personnages nains, figure nane. Mais ceux-ci ne doivent pas non plus être trop grands, car beaucoup d'entre eux, il écrit, sont maladroits, paresseux et sans charme. Le peintre, écrit-il, doit donc s'inspirer à des proportions que j'ai décrites d'après Vitruve, et comme Léonard les a dessinées. Il lui sera ainsi plus facile de créer des personnages parfaits en se prenant lui-même comme modèle. Je souhaite qu'il soit gracieux et qu'il corresponde ainsi à ses œuvres. Fin de la citation. Le sculpteur Benvenuto Cellini était également convaincu que son talent artistique était dû à sa constitution physique. Dans son autobiographie, il explique son talent, qu'il estime lui-même très élevé. Il écrit « Il en était ainsi grâce à un don particulier du Dieu de la nature qui m'a doué d'un corps si excellent et si bien proportionné. Complessione tanto buona e ben proporzionata. » Alors qu'il semble qu'il existait à l'époque un indice de masse corporelle idéal qui caractérise l'artiste en tant que tel, il est d'autant plus étonnant dans ce contexte que nous ayons des informations sur un artiste dont les mains étaient déformées et qui était non seulement handicapé physique d'une manière ou d'une autre, mais qui de plus ne semblait pas disposer de l'organe central indispensable à tout artiste. Quelle que soit la genèse étymologique du terme handicap, il est incontestable que la main est à son origine, et la main est l'extrémité de l'être humain qui revêt la plus grande importance dans les arts. Je reviendrai sur cette illustration. L'artiste dont je parle est Hendrik Goltzius, né en 1558 et décédé en 1617. Ce dernier a fondé une imprimerie sur cuivre à Haarlem et est lui-même auteur de plus de 300 gravures qui ont été largement diffusées et l'ont fait connaître comme l'un des dessinateurs et graveurs sur cuivre les plus brillants de son temps. Contrairement à Albrecht Dürer, à Rembrandt ou Jacques Callot, Goltzius est peu connu du grand public aujourd'hui. C'était bien différent il y a 400 ans. Vers 1600, Goltzius était l'artiste le plus célèbre d'Europe, également apprécié par ses contemporains et ses collègues artistes. Il collaborait avec des peintres de renom, entretenait une étroite amitié avec le plus important biographe d'artistes de l'époque, Karel van Mander, et le jeune Rubens, par exemple, s'inspirait à ses compositions pour ses études. Je ne citerai comme exemple que la vertigineuse série intitulée « Les 4 disgracieux », qui est représentatif de l'émotivité et corporéité exagérée prêtée par Goltzius à ses sujets. Parce que Tantale, Icare, Ixion et Phaéton ont outragé les dieux et dépassé leurs limites, ils ont été punis de mort ou bannis aux enfers et la série « Ils tombent tous du ciel »
est inspiré des Métamorphoses d'Ovide. Une qualité particulière de ses œuvres réside dans la maîtrise des raccourcis anatomiques et des perspectives inhabituelles. Goltzius est en fait un des principaux acteurs du maniérisme aux Pays-Bas. Et la transgression des idéaux anatomiques fait partie de ses marques de fabrique. Tout à fait inspiré par l'Antiquité, dont il reconnaissait la suprématie, comme on peut bien le voir dans sa gravure d'Hercule Farnèse, le maniérisme a délibérément recherché l'exagération, l'extravagance de la forme. Il a déformé l'idéal classique, et donc également celui de la Renaissance, et ainsi libéré l'art de l'imitation, de la mimésis, de sorte qu'il n'avait plus que lui-même pour référence. À juste titre, le maniérisme a été qualifié de style stylisé, stylish style, un art qui n'a pas pour loi la nature, mais les possibilités infinies de l'art. Le grand Hercule de Goltzius illustre de manière particulièrement impressionnante ce franchissement des frontières, cette autonomisation, ce déchaînement physique. Goltzius a également été célébré comme véritable Protée, la divinité capable de se métamorphoser. Il était un espèce de singe de l'art, pour ainsi dire. Il savait imiter les styles d'autres maîtres à tel point qu'il trompait même les plus grands connaisseurs. Ici, je vous montre sa paraphrase de la scène de la circoncision de Dürer, sans qu'il ait jamais eu l'intention de falsifier. Tout comme Dürer, il signe avec son propre monogramme et il s'est même intégré dans la gravure avec un autoportrait en tant que maître surpassant même Dürer. À 42 ans, il s'est mis également à la peinture. Je vous montre Vénus et Amour du Louvre, du 1616, et Cadmus tue le dragon autour du 1617. Goltzius est donc, en quelque sorte, l'artiste par excellence. Il est l'incarnation même de l'art. Le fait qu'il attribuait à sa main le pouvoir d'accomplir des véritables miracles ressort clairement de l'inscription figurant sur son portrait de Philips Gall, datant de 1582, qui loue également la ressemblance du portrait et la main de Goltzius. Je me réfère à ces dernières deux lignes. Et je traduis. Ô burin érudit, ô main habile, la main de Goltzius est bénie par Gall, le visage de Gall est béni par Goltzius. Je ne peux et je ne dois pas aborder ici la signification de la main dans le contexte de la théorie et de la pratique artistique de l'époque, telle qu'elle se manifeste par exemple dans le célèbre autoportrait du Parmigianino ou dans les dessins de Dürer représentant sa propre main. Il suffit de citer peut-être Henri Faucillon et son éloge de la main du 1934. Je cite, « Les grands artistes ont prêté une attention extrême à l'étude des mains. Ils ont senti la vertu puissante, eux qui, mieux que les autres hommes, vivent par elle. L'art se fait avec les mains, et sont l'instrument de la création, mais d'abord l'organe de la connaissance. Pour tout homme, pour l'artiste plus encore, et selon des voies particulières. La main est à l'origine même de toute création. L'esprit fait la main fait l'esprit. » Fin de la citation. Et ce Goltzius alors n'aurait justement pas eu une main fonctionnant. Il aurait eu une main paralysée, une main ferme. Oui, dans le Schilderbuch, le livre des peintres publié en 1604 à Haarlem, le Vasari nordique, pour ainsi dire, Karel van Mander, l'ami de Goltzius, raconte aussi sa biographie. Il rapporte que l'artiste, alors qu'il était enfant, âgé environ d'1 an, tomba dans le feu, et je cite, « se brûlant les 2 mains sur les charbons ardents. Sa mère fit tout
pour les soigner, les oignit, les bonda et les soigna jour et nuit malgré la douleur intense. Une fermière pédante vint alors, retira les attelles et dit qu'elle ferait mieux, puis elle enroula simplement un tissu autour de la main droite. En conséquence, les tendons se sont soudés et Hendrik n'a jamais plus pu ouvrir correctement la main. Fin de la citation. Il est significatif que certains historiens de l'art, effrayés par une telle nouvelle, ne croient pas à cette information et la considèrent comme une pure invention, une construction littéraire. L'épisode de la main droite estropiée soulève déjà la question comment était-il possible avec un tel handicap d'effectuer le travail pénible de la gravure sur cuivre, écrite l'un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre de Goltzius, avant de poursuivre, je cite, « Van Mander invente manifestement cet épisode, afin que le lecteur ait l'impression que c'est Dieu lui-même qui guide la main estropiée de l'artiste et rend l'impossible possible. » Fin de la citation. Alors, il me semble peu probable que Van Mander, en 1604, alors que Goltzius était âgé de 46 ans et côtoyait quotidiennement ses concitoyens de Haarlem, ait pu imputer à son ami un tel handicap. Goltzius semble plutôt l'avoir utilisé comme sa marque de fabrique et signe distinctif, car Van Mander rapporte également que lorsqu'il rencontra son compatriote Van Wingen à Naples pendant son voyage en Italie, et que celui-ci ne voulait pas croire qu'il avait réellement devant lui le maître célèbre, Goltzius lui tendit sa main droite, déformée, et lui montra en même temps son mouchoir qui portait le monogramme figurant sur ses gravures, à savoir un H et un G entrelacés. Lorsque Van Wingen aperçut ces signes distinctifs, il devint muet et pâle, puis il bondit soudainement et embrassa Goltzius très chaleureusement, attristé seulement de ne pas l'avoir reconnu plus tôt. Certes, cela rappelle la scène d'Emmaüs, ou plus encore la rencontre de Thomas l'incrédule avec Jésus ressuscité. Mais cet événement décrit par Van Mander ne doit pas être considéré comme une fiction littéraire. L'artiste montre ses véritables blessures, et il le fait avec assurance. Comme nous l'apprend le récit de Van Mander, Goltzius a donc utilisé sa main comme signe distinctif, comme signe d'identification. Et il a également, très probablement, dessiné cette main. Il est l'auteur de ces stupéfiants dessins à la plume représentant une main droite, généralement interprétée comme un autoportrait cryptique. Il ne s'agit certainement pas d'un dessin d'étude, c'est une œuvre d'art à part entière, vraisemblablement destinée à un collectionneur. C'est un dessin à la main qui imite une gravure. En effet, les lignes ascendantes et descendantes de la gravure sur cuivre sont copiées de manière magistrale et déconcertante. Il s'agit d'une technique appelée Federriss, également connue sous le nom Federkunststück, littéralement tour de force à la plume, ou penwerken en néerlandais. Des dessins dans lesquels Goltzius imitait la technique de la gravure à l'aide d'une plume et d'encre sur papier ou du parchemin. La signature H. Goltzius Fecit revendique la paternité de l'œuvre, mais peut certainement aussi être interprétée comme signifiant que cette main serait celle de l'artiste. Dans une gravure, il serait la main gauche qui apparaîtrait à l'envers dans l'image. L'artiste Goltzius joue ici donc avec la confusion, car une fois que l'on a identifié la feuille comme un dessin et non comme une gravure sur cuivre, on sait que l'artiste a dessiné sa main droite, vraisemblablement avec sa main droite, ce qui rend le processus de création encore plus complexe. Alors qu'il observe sa main droite, il dessine pourtant cette main en même temps.
Il est évident, les dessins et gravures de Goltzius, créés avec une perfection extrême, sont pour ainsi dire la preuve du dépassement de son handicap manuel. Pour beaucoup, ce dessin est devenu le véritable symbole d'une histoire de l'art du handicap, mais je pense en revanche qu'il est peut-être même plus que cela. Avant d'expliquer pourquoi, je dois vous informer qu'aujourd'hui un bon nombre d'interprètes doutent que cette main soit vraiment celle de Goltzius. Selon eux, l'étirement exagéré des membres pourrait simplement célébrer l'idéal maniériste de la forme extravagante. En effet, on trouve des mains similaires dans l'œuvre picturale de Bartholomäus Spranger, un peintre contemporain que Goltzius admirait et dont il a également gravé des tableaux, et remarqué la grande variété, l'exaltation des mains chez Spranger et aussi dans la traduction en gravure par Goltzius. Et des mains pratiquement identiques à son dessin apparaissent également dans son œuvre. Et cela soulève la question de la véritable identité de cette main. Il existe un autre dessin de l'artiste sur lequel on peut voir 4 mains dans des positions similaires. L'une d'elles, feuilletant un livre, laisse supposer que Goltzius a réalisé ici une étude sur l'utilisation du motif de la main dans un autre contexte. Et la main supérieure, qui effectue un geste plutôt conventionnel, montre peut-être comme point de départ une main dans une posture naturelle qui varie ensuite de manière capricieuse vers le bas. Le dessin à la plume, représentant qu'une seule main, aurait alors été réalisé par la suite, pour ainsi dire comme une autonomisation du motif, la main maniériste comme seul protagoniste. Pour affirmer, à l'opposé, qu'il s'agit de la propre main de l'artiste, dans le cadre de la grande exposition consacrée à Goltzius à Amsterdam et à New York en 2003, une expertise médicale a été commandée, qui suggère désormais qu'il s'agit bien de la main blessée. Nous y lisons, et je cite, « Les déformations et anomalies observées sur cette main peuvent être attribuées à des brûlures. L'angle vers le haut et la courbure de l'index peuvent être le résultat d'une brûlure profonde à l'arrière du doigt, en particulier au niveau de la peau recouvrant la première phalange. La déformation du lit de l'angle du majeur est également spectaculaire et témoigne d'une brûlure profonde à cet endroit. La position anormale est causée par la traction excessive du tissu cicatriciel à la base de ce doigt. La position anormalement courbée du petit doigt peut être la conséquence d'une brûlure profonde de la face interne de cette main. Le petit doigt est légèrement tordu vers l'intérieur et il est également possible, non visible, que l'extrémité de ce doigt ait été amputée par la carbonisation totale de l'extrémité. Le pouce semble totalement intact, ce qui nous permet de formuler une hypothèse sur ce qui s'est passé lors de l'accident. La personne en question est probablement tombée dans le feu, le côté de la main heurtant les braises, après quoi la main a été tordue vers l'extérieur de sorte que le dos des doigts a également été brûlé. Le traitement de la main brûlée d'un enfant d'1 an à l'aide d'attelle n'a sans doute pas eu beaucoup d'effet sur la position anormale finale de la main. Fin de la citation. C'est ce qu'indique le bulletin médical. Il s'oppose à la thèse selon laquelle nous n'aurions affaire ici qu'à une autonomisation artistique de la forme naturelle. Eh bien, je ne pense pas que le débat sur l'identité de cette main soit réellement éclairant. Je pense que la question reste en suspens. Et c'est très bien ainsi. Peut-être n'avons-nous pas besoin de décider si nous voulons reconnaître dans ce dessin la main de Goltzius lui-même ou plutôt les versions capricieuses d'une main maniériste. Au moment où cela devient impossible à distinguer, la théorie artistique et la réalité ne font plus qu'un, ils convergent. Il est vrai, le terme
maniérisme lui-même remonte au XIXe siècle, mais il provient de manière de celui-ci, et celui-ci provient à son tour du latin manus, la main. Et le XVIe siècle a mis la main et le style, la main et l'authenticité artistique à égalité. Je voudrais donc proposer de reconnaître dans cette feuille l'icône du maniérisme par excellence, c'est-à-dire du pouvoir de l'art de réinterpréter, de dépasser la réalité. C'est la main de son maître incontesté, et en tant que telle, elle ne peut pas être autrement que correcte. Elle est libérée, capable, habilitée de tout créer, avec fermeté. Ces dessins déclarent qu'il ne s'agit pas de surmonter un handicap physique, mais de l'affirmer et en faire le fondement de l'art. Goltzius n'a pas créé son œuvre malgré cette main, mais grâce à elle. Son œuvre est identique à lui-même. C'est la véritable raison, je crois, pour laquelle il nous la montre et pourquoi il la fait apparaître également ailleurs dans ses gravures. Elle est sa mesure de toute chose. Et c'est ce dessin, je crois, qui permet de comprendre toute la vérité de la phrase citée de Faucillon, selon laquelle, je cite, « L'esprit fait la main et la main fait l'esprit ». Merci.